Alors cet après-midi, donc, pour aborder cette thématique, j'ai l'honneur d'accueillir à mes côtés Madame Kad Camara, directrice générale de l'Office national du tourisme de Guinée, que je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements. Bienvenue, Madame Kad Camara, merci d'être avec nous, je vous en prie, prenez place. Madame Kadé Camara, pardon, est-ce qu'on peut l'applaudir encore, s'il vous plaît? Avec nous également Madame Aïssa Maïga, que vous connaissez, actrice et productrice. Madame Magali Armand, directrice des productions cinéma, sous vos applaudissements également. Et l'homme de la situation, dit-on, Monsieur Amat Niane, directeur de la photographie. Alors, je vous en prie, prenez place. Alors, nous allons essayer d'aller à l'essentiel, d'être très précis. Et lorsque nous arriverons au moment des questions-réponses, je vous demanderai également d'être bref parce que Madame la directrice générale a l'impératif et doit nous quitter à 18 h. Donc, on va aller à l'essentiel. Alors, rapidement, donc, je rappelle que l'objectif de cette thématique, c'est de comprendre aujourd'hui quel est l'impact du cinéma dans le développement du tourisme en Afrique. Comment justement renforcer ce lien entre cinéma, tourisme, pour développer tout justement l'attractivité du secteur, et surtout quels sont les freins qu'on rencontre aujourd'hui à relier donc le cinéma et le tourisme. En préparant donc cet échange, quelques statistiques, quelques chiffres, un constat puisque on aime bien les constats et les chiffres. Donc aujourd'hui, le cinéma, on note que c'est un levier puissant de rayonnement culturel et touristique dans le monde. À l'échelle mondiale, aujourd'hui, l'industrie cinématographique pèse plus de 2400 milliards de dollars selon la Banque mondiale. En Afrique, on note que le secteur ne génère qu'environ 5 milliards de dollars de revenus annuels, alors que selon l'UNESCO, il pourrait atteindre 20 milliards de dollars et créer 20 millions d'emplois d'ici 2030. Néanmoins, on note que certains pays portent déjà ce sujet-là. Le Nigeria avec Nollywood, que vous connaissez. Le Maroc qui a accueilli des tournages internationaux tels que le Gladiator, Game of Thrones. On a également l'Afrique du Sud avec Black Panther. Et on note également que les festivals de cinéma constituent aujourd'hui un levier clé dans l'attractivité du tourisme en Afrique, avec le FESPACO notamment. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir, comme je le disais, comment mieux intégrer le cinéma dans les stratégies touristiques africaines pour renforcer donc l'attractivité du tourisme. Donc dans un premier temps, l'objectif de l'échange, c'est de comprendre en quoi le cinéma pourrait avoir un impact dans le tourisme. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, vraiment examiner les freins, les leviers, les types de partenariats pour pouvoir renforcer ce lien entre cinéma et tourisme, pardon. Donc, Madame Kadé Camara, je vais me tourner vers vous. Aujourd'hui, concrètement, quelles sont, donc je rappelle que vous êtes directrice générale donc, de l'Office du tourisme en Guinée. Vos missions, entre autres, parmi tant d'autres, donc mettre en avant les richesses culturelles et patrimoniales. Comment, concrètement, aujourd'hui, au niveau de l'Office du tourisme, quelle démarche plutôt envisagez-vous pour relier culture et cinéma ? Parce que cinéma et tourisme, du coup, parce que je sais que la question du cinéma est un sujet que vous commencez donc à considérer. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis Kadé Camara, directrice générale de l'Office national du tourisme de Guinée. Et je suis très honorée d'être parmi vous pour aborder un sujet qui est un peu nouveau en Guinée, mais qui nous tient à cœur et que nous cherchons à vraiment mettre en avant. La Guinée, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est entouré de 6 pays limitrophes avec 300 km de côte. Nous avons un pays qui est composé de 4 régions naturelles et chaque région est distincte l'une de l'autre. Ce qui fait que nous avons un pays extrêmement riche sur le terme culturel, naturel, sur le terme de la gastronomie. C'est comme si nous avons un condensé de toute l'Afrique en un pays. Alors, dans l'analyse de type de tourisme que nous pouvons mettre en avant, on s'est dit que nous pouvons utiliser 2 leviers pour vraiment, pas faciliter, mais pour avoir une plus grande portée de nos efforts de promotion de destination. Et ces 2 piliers sont tombés sur la culture et le cinéma.
Alors, comme je le dis, ce n'est pas des efforts que nous avons eu à exploiter dans le passé, mais nous avons vu que les leviers que nous avons pour vraiment porter nos efforts, le cinéma faisait partie. Alors, nous avons entamé des partenariats avec l'Office national de la cinématographie et de la vidéo, le NACIG en Guinée, pour faire en sorte que même quand nous répertorons les sites, nous les catégorisons certains qui sont sites cinématographiques pour pouvoir utiliser le cinéma pour mettre ces sites en avant. Parce que nous avons eu à avoir des films sur des parties de la Guinée, mais vu qu'il n'y a pas eu la promotion, on n'est pas au courant. Si je vous dis qu'il y a une partie du film Tarzan qui a été filmée à Kindia, mais personne ne sait. Et ça, ce sont des exemples que nous avons eus, que nous n'avons pas exploités, mais on essaye de changer cette tendance. Alors, je reviendrai sur la question des partenariats tout à l'heure, parce que ça fera l'objet aussi de la discussion. Vous avez parlé donc de ce partenariat, mais de manière générale aujourd'hui, donc vous l'avez expliqué, hein, vous vous inscrivez vraiment dans cette démarche de renforcer le lien entre cinéma et tourisme. Quels sont selon vous les atouts ou les segments qui pourraient permettre d'attirer davantage de production et de visiteurs? Est-ce qu'on est plutôt sur aujourd'hui les festivals, le paysage, les patrimoines? Quels sont les segments vraiment que vous pensez que la Guinée pourrait valoriser davantage pour pouvoir renforcer encore une fois ce lien entre cinéma et tourisme? Pour ne pas être très longue, la nature que nous avons, comme je le disais tout à l'heure, la Guinée c'est le condensé de toute l'Afrique. Ça veut tout dire. Tout type de nature que nous retrouvons à travers l'Afrique, il y a une partie de la Guinée qui a ce type de nature. Alors ça c'est vraiment un levier sur lequel on peut s'appuyer, et aussi la culture. Merci. Alors je me tourne vers vous, Madame Maïga. Je rappelle donc que vous incarnez, vous aujourd'hui, donc cette visibilité internationale du cinéma africain. On vous a vu, vous avez diverses expériences à Cannes, à Berlin, dans des productions internationales. Est-ce que vous pourriez donc nous partager aujourd'hui un exemple de film ou de festival africain ayant considérablement renforcé l'image d'un pays et de son attractivité touristique en Afrique? Merci. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, il y a certains exemples qui pour certains sont assez anciens, qui ne concernent pas directement le cinéma africain, mais le cinéma étranger en Afrique. Je pense notamment autour de 1977 ou 78 au film Star Wars qui se tourne à Tataouine en Tunisie. Et aujourd'hui, il y a encore, alors que c'est des décennies après, une partie des touristes en Tunisie qui tiennent à aller sur ces sites. Je pense évidemment aussi à Black Panther, qui est sorti en 2019, je crois, qui a été un succès planétaire et qui a changé. Alors c'est un monde, comment dire, c'est un peu de la science-fiction, hein. On est bien d'accord que le Wakanda n'existe pas, mais en tout cas, ça a permis de changer un peu les imaginaires de la jeunesse mondiale vis-à-vis du continent africain. Et je crois que les deux pays qui en ont vraiment bénéficié au niveau touristique, c'est le Rwanda et l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si le film a été tourné au Rwanda, mais il a été tourné en Afrique du Sud pour partie. Et ça a vraiment boosté l'économie touristique locale. Au niveau des festivals, je ne vais pas trop parler du FESPACO parce que je crois qu'on a un grand spécialiste et un grand fan du FESPACO aussi. Je crois que c'est à peu près, je sais pas, 80 ou 100 000 visiteurs à chaque édition, donc tous les 2 ans, du FESPACO à Ouagadougou. Donc forcément, ça a une répercussion directe sur l'hôtellerie, sur la restauration, sur tout le secteur, enfin quasiment tout le secteur touristique. Voilà. Je ne vais pas être longue parce que je sais qu'on a peu de temps. Alors, je me tourne vers vous tout justement, Monsieur Amatnian. Je rappelle donc que vous êtes technicien et président de l'ATAX, l'association des techniciens de l'audiovisuel et du cinéma sénégalais. Vous êtes sur le terrain, donc vous connaissez toutes les contraintes liées au tournage, notamment en Afrique. Qu'est-ce qui attire aujourd'hui les productions internationales sur le continent africain? Bonsoir tout le monde. Permets-moi de présenter ATAX. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc je dirais ATAX, c'est une organisation qui regroupe tous les corps de métier. Est-ce que la régie peut, s'il vous plaît, augmenter le micro? On n'entend pas très bien.
Allô, 1, 2. Oui. Bon, je disais, voilà, ATTAC, c'est une organisation qui regroupe des professionnels qui œuvrent dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel, et dont je suis le président en même temps. Et voilà, on fait beaucoup de choses. Voilà, on a comme mission la défense des intérêts des techniciens sénégalais et tous ceux qui vivent au Sénégal, parce que le Sénégal, c'est une terre d'accueil aussi. Vous avez dit que la Guinée, c'est un condensé de l'Afrique. Le Sénégal, pareil. Le Sénégal, on n'a pas de porte. Tout le monde est la bienvenue depuis très, très, très longtemps. Et j'ai la chance de travailler en Guinée. Voilà, j'ai fait un film qui va sortir bientôt, un documentaire. Donc, j'ai fait en voiture de Conakry à Dakar. Donc, j'ai vu tous les paysages que tu décris. Voilà, je connais très bien. Voilà, et c'est vraiment un... Exactement. Et puis voilà, c'est un atout que le cinéma peut, sur lequel le cinéma peut s'appuyer pour exactement booster le tourisme. Et pour revenir à votre question, voilà, qu'est-ce qui peut renforcer excusez-moi, donc je disais, qu'est-ce qui peut attirer davantage les productions internationales en Afrique? Bon, pour moi, la première chose qui peut attirer les productions étrangères, c'est la stabilité politique et la sécurité. C'est les deux choses qui sont indispensables, parce que une production, c'est beaucoup d'argent, c'est une équipe technique, c'est des centaines de personnes qui se déplacent, c'est du matériel, c'est de la logistique. Donc on a besoin de sécurité, voilà, sécuriser le matériel, sécuriser le personnel, sécuriser les investissements, parce que c'est un investissement très lourd. Un film peut coûter 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards, ça dépend des enjeux. Donc on a besoin de cette sécurité-là et de cette stabilité politique, voilà, pour permettre aux producteurs étrangers de venir tourner en Afrique. Donc le Sénégal, c'est une terre, voilà, d'hospitalité, voilà, on a une stabilité politique, on a des sites touristiques qui sont d'une beauté extraordinaire. Et moi je dis, voilà, on peut faire une coopération Afrique-Afrique. Venez tourner chez nous et puis moi je vais venir tourner chez vous. Après les autres viendront tourner chez nous, parce que voilà, on doit établir ce type de relation entre Africains. Et là, c'est un premier, il faut de la sécurité, je l'ai dit. Il faut un écosystème favorable pour la fabrication des films. Quand je dis écosystème, il faut avoir des techniciens qualifiés, des professionnels, voilà, parce que un film ça coûte très cher et puis c'est pas l'endroit où on va faire de l'apprentissage. Il faut aller vite et bien. Et l'autre chose aussi, il faut avoir des productions qui peuvent accueillir ces tournages, des productions exécutives qui peuvent assurer ces tournages, garantir une bonne fin. Et voilà, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais, voilà, c'est ça, attirer, avoir voilà, parce que là, j'essaie de faire vite, parce qu'on a, ok. Non, allez-y. Donc, si on a, voilà, actuellement, il y a quelque chose de magnifique qui se passe au Sénégal. On a un bureau d'accueil de tournage qui s'appelle Batao, bureau d'accueil des tournages en Afrique de l'Ouest. Donc c'est ce bureau d'accueil-là qui noue des partenariats avec des productions étrangères, qui dit aux gens, voilà, on a des sites, venez voir. Et puis voilà, il y a des gens qui sont très spécialisés en régie, en fixeurs, qui font, voilà, des photos, qui alimentent une page, et puis qui vendent les décors qui sont, voilà, un peu partout au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Donc ça attire, parce que actuellement, le cinéma, voilà, on est dans des proportions, voilà, où la technologie avance un grand pas. On peut faire un film sans venir en Afrique. Et voilà, on peut tourner sur des fonds verts, sur des fonds bleus, avoir des équipements qui, voilà, tu penses que le film est tourné en Afrique, alors que... Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces productions viennent. Parce que quand ces productions viennent, c'est des rentrées d'argent. Voilà, c'est les infrastructures hôtelières qui sont remplies. C'est du travail, c'est une manne d'argent. Donc on veut que ces productions viennent tourner en Afrique. Et quand ces productions viennent, c'est de la formation aussi qui se passe sur le terrain. Merci. Alors je vais me tourner vers vous, Madame Armand. Donc je rappelle que vous supervisez des productions. Et donc au regard de votre expérience, quels sont les enseignements que vous pouvez tirer aujourd'hui des initiatives que vous avez portées, notamment le FESPACO qu'on a évoqué, pour renforcer tout justement la visibilité des films africains? Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Magali Armand. Donc en effet, j'ai longtemps travaillé au CNC, au Centre national du cinéma.
de l'image animée en France. Et on a, à partir de 2015-2016, réfléchi avec des partenaires à un programme justement pour renforcer les dispositifs d'aide qui existaient dans les différents pays d'Afrique francophone. Donc c'est un projet qu'on a mené en étroite collaboration avec, à l'époque, un collectif qui s'appelait Génération Film, qui était mené par Alex Moussa Sawadogo, avec qui donc j'ai travaillé vraiment main dans la main pour monter le projet. Il s'avère qu'aujourd'hui, Alex Moussa Sawadogo est le directeur général d'une agence au Burkina sur laquelle je reviendrai ensuite. En gros, en quelques minutes, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était le cinéma, c'est une industrie assez atypique par rapport à nombreuses industries qu'on connaît par ailleurs. Et en gros, il y a 3 grandes étapes qui sont longues. Hein. On peut mettre, c'est pas du tout incroyable de mettre 3, 5 ans, 10 ans à produire un film et à ce qu'il soit diffusé ensuite. Donc c'est des périodes très longues. Mais en gros, il y a une période qui est plus liée à l'écriture, le développement, une période qui va concerner plutôt la production et la post-production, donc la fabrication du film, et ensuite vient sa diffusion dans les salles, les festivals, sur les chaînes, etc. Donc il y a vraiment à chaque étape en fait des moyens de valoriser un pays, valoriser sa culture, valoriser ses paysages, etc. Donc sur l'écriture, ce qu'on voit, c'est notamment des résidences d'écriture qui peuvent accueillir dans des sites qui sont des sites que le pays ou les régions veulent mettre en avant, qui accueillent des auteurs et qui permet aussi de pouvoir promouvoir des régions ou des acteurs tout en écrivant des histoires qui, elles, sont liées évidemment au pays concerné. Et ensuite sur la production, comme on sait, voilà, un tournage qui vient, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une équipe. C'est donc des dépenses, des gens qui doivent être hébergés, qui vont être nourris, logés, etc. Donc il y a dans les hôtels, il y a tout un écosystème en fait qui existe au niveau des tournages et donc c'est pour ça que les plateformes comme celle dont tu parlais, qui sont de répertorier en fait tous les sites touristiques ou non, mais qui peuvent être valorisés, qui peuvent être filmés et voilà, qui peuvent permettre aussi à des gens de repérer des lieux et de venir ensuite ou revenir en touriste visiter le pays avec la famille, les amis, etc. C'est évidemment très, très important. Et des images qui vont ensuite, voilà, tout un patrimoine, des paysages qui vont ensuite circuler dans les festivals d'abord et sur les chaînes, sur les plateformes, dans les salles. Et effectivement, il y a un lien évident entre le cinéma qui vend souvent du rêve et le tourisme qui sont vos métiers, qui fait qu'on a un potentiel avec un film de reconnaître un pays dans le monde entier. Donc ça, c'est effectivement un atout formidable. Et au niveau des festivals, ce qu'on voit en effet, c'est quand on va au FESPACO, parce qu'on va tous au FESPACO, parce que c'est quand même le festival aussi où il faut aller. Évidemment, on a tous envie de visiter les lieux, on a tous envie de ramener des cadeaux pour notre famille, etc. Donc il y a vraiment, sur les 100 000 personnes, au niveau de Ouaga, mais c'est pareil pour tous les festivals dans tous les pays du monde, une valorisation touristique et qui est très importante. Et de plus en plus aussi, on voit des festivals qui organisent des journées, alors on les appelle les éductours ou les cinématours, ou une journée où ça peut être 2 jours, 3 jours après le festival, pour que les personnes puissent rester et avoir l'opportunité de visiter les décors ou les lieux ou la région, le pays, etc. Et ensuite rentrer dans leur pays respectif et faire la promotion en fait de ce pays. Et je pense que c'est voilà, tout un système qui fonctionne bien. Au final, ce qu'il ressort de ce que vous venez d'évoquer, c'est que, j'essaye de résumer, hein, la valorisation du patrimoine majoritairement, vous l'avez souligné, les festivals aussi sont les segments prioritaires justement qui constituent un levier aujourd'hui d'attractivité du secteur du tourisme.
J'aimerais poursuivre. Là, on vient d'évoquer effectivement le potentiel du cinéma sur le tourisme, mais concrètement aujourd'hui, quels sont les freins? Et je vais me tourner vers vous, Madame Camara. Donc tout à l'heure, vous l'avez expliqué en début d'échange. Aujourd'hui, l'Office du tourisme s'inscrit donc dans cette démarche de renforcer encore une fois le lien entre cinéma et tourisme. Quels sont les défis que vous avez identifiés qui vous bloquent aujourd'hui, qui freinent potentiellement donc votre démarche? Bon, je pense que la Guinée, c'est pas des défis particuliers à notre pays. Ça se retrouve un peu dans les pays de la sous-région. Nous avons beaucoup de défis d'infrastructure. Nous avons les sites touristiques à l'état naturel, mais nous n'avons pas assez d'infrastructures pour l'exploiter pleinement. Nous avons les plus belles chutes, mais autour, on ne peut pas garder quelqu'un 2-3 jours parce qu'il n'y a pas assez d'activité, il n'y a pas d'infrastructure autour. Ça, c'est principalement, mais nous avons aussi un petit souci d'accès au pays. Parce que là, il vient de parler, une production, on parle d'une centaine de personnes qui se mobilisent. Il faudrait qu'on travaille un peu plus pour faciliter les procédures de visa, les procédures d'accès au pays, la desserte, les avions qui viennent. On a un peu de défi à ce point. Je pense que si on arrive à faciliter un peu plus l'accès au pays et développer les infrastructures, je pense qu'on pourra s'en sortir. Et tout à l'heure, justement, vous avez également évoqué les partenariats. Selon vous, quel type de partenariat aujourd'hui, au-delà de ce que vous évoquiez au début de cet échange, quel type de partenariat renforcer pour pouvoir lever tous ces freins? Bon, les partenaires qu'on cherche vraiment, ce sont des investisseurs. Mais ces mêmes investisseurs ont les freins que j'ai évoqués plus tôt. C'est pour cela que je me dis, si principalement on arrive à atténuer ces défis, je pense que les investisseurs, en ce moment la Guinée, c'est pas une surprise. Nous avons quand même l'un des pays qui potentiellement a une croissance économique qui a quand même une très bonne tendance. Nous avons le programme Simandou, je pense que tout le monde en a entendu parler, et c'est une tendance qui s'annonce très bien, mais les défis, ils restent les mêmes. D'accord. Alors, je vais me tourner donc vers vous, Monsieur Niane et Madame Maïga. Je vous retourne la question aujourd'hui. Quels sont les principaux freins que vous avez identifiés et comment les lever? J'y vais. Effectivement, la question des infrastructures... Ah oui, merci. La question des infrastructures est cruciale, notamment quand on fait des productions internationales avec un casting international, avec des équipes qui sont habituées à avoir un certain standing pour leur quotidien de travail. Il y a certains pays qui sont, je pense, éliminés d'office dans la tête des productions et c'est vraiment dommage. Et je pense que, alors c'est une question qui est compliquée, hein, mais pour attirer les tournages, il faut effectivement mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel, mettre en valeur les équipes techniques, les professionnels qui sont déjà sur place. Mais ce qui marche très très souvent, c'est l'attraction financière. Donc soit le pays a la possibilité de faire obtenir des facilitations pour que le coût du film soit baissé du fait de tourner sur place, soit le pays en question a la possibilité de délivrer une forme d'enveloppe financière pour participer à l'effort du film. Je vais donner un exemple qui est pas du tout lié à l'Afrique, mais qui est lié à une région en France. Je sors d'un tournage dont le film devait se passer normalement entre la France, le Canada et la Pologne pour des histoires de coproduction. La coproduction a eu du mal à se monter, la production ne trouvait pas assez de financement. Et puis, il y a une région, qui est la Dordogne, donc au centre, disons, de la France, qui a trouvé le projet super et qui a tout mis en œuvre pour que la production ait lieu sur place. Le réalisateur a trouvé l'idée formidable, pas seulement parce qu'il y avait des facilitations financières, mais aussi parce qu'il y a une personne dont le travail, ça a été de lire le scénario, mais de l'éplucher et de proposer des transpositions à une histoire qui ne devait pas du tout se passer dans cet endroit-là.
Et je pense qu'il y a des liens à tisser avec les productions, avec les centres nationaux du cinéma du monde entier, pour mettre en lien à la fois les bureaux des tournages. Il faut créer des bureaux de tournage avec des gens à leur tête qui savent ce que c'est de tourner un film, qui savent ce que c'est de créer une dynamique pour toute une équipe, qui savent ce que c'est les aléas financiers, qui savent ce que c'est les aléas météorologiques. Enfin, quelqu'un vraiment qui est issu du cinéma et pas juste quelqu'un qui connaît la technocratie. Et mettre ces personnes-là en lien avec les productions susceptibles de chercher un endroit en Afrique et de les capter au passage pour les attirer. C'est facile à dire, peut-être moins facile à faire, mais ça peut être vraiment très très payant pour booster notamment, comme le disait Magali tout à l'heure, dans le sillage du cinéma, pour booster le tourisme du pays. Monsieur Niane, est-ce que vous rejoignez ce que est en train d'évoquer Madame Maïga? Oui, je les rejoins. Donc, je vais rebondir sur la question des infrastructures. Je vais parler de mon expérience personnelle. J'étais en Éthiopie pour tourner un documentaire. On était parti dans une ville qui s'appelle Lalibela, une ville très historique où l'église est taillée dans le roc. Mais on pouvait pas, il n'y avait pas un accès. On était obligé de louer des ânes pour mettre tout le matos. Et le matériel il est très délicat. Donc s'il y a une chute ou ces trucs, c'est des caméras qui coûtent très cher. Donc il nous faut des infrastructures. On est parti aussi tourner à l'est du Sénégal avec le film d'Alain Gomis. J'espère que certains reconnaîtront Alain Gomis. Là, il y a une cascade qui est très visitée, mais le problème c'était d'avoir des routes accessibles. Parce qu'il y a du matériel, il y a du personnel et on ne pouvait pas dormir sur place. On était obligé de faire 50 km le matin, 50 km après le tournage pour accéder au site de tournage et c'était compliqué. Donc il nous faut des infrastructures, même du tourisme local, des trucs temporaires qui peuvent accueillir des tournages. Ce serait vraiment le bienvenu. Alors, Madame Armand, je me tourne vers vous. Là, on a évoqué donc les infrastructures comme un défi majeur. Au-delà des infrastructures, tout à l'heure, Madame Maïga a évoqué donc la question du financement. Et donc, du coup, quel dispositif aujourd'hui pourrait-on mettre en place pour permettre d'investir davantage dans la production cinématographique? Et oui, ça va être le nerf de la guerre, toujours, l'argent. Et effectivement, on avait... quand j'étais au CNC, on se réunissait quelques fois. Après, il y a eu le Covid, etc. Mais avec les directions du cinéma, qui sont soit au sein des ministères de la Culture ou des entités indépendantes, comme c'est le cas en France, des différents pays francophones, donc francophones du monde, en fait. Et on avait fait plusieurs réunions comme ça qui étaient intéressantes. Et à chaque fois, revient la formation dont vous avez parlé, les infrastructures. Et là, vous dites, la régie, par exemple, quelqu'un qui est un régisseur et qui connaît le pays, etc., ça peut être un atout, mais formidable. Peut-être qu'il y a une autre cascade avec qui est plus accessible ou qui a des hôtels, etc., à côté. Enfin, de répertorier ça fait gagner un temps fou, j'imagine, aux productions. Et évidemment, la question qui revient à chaque fois, après la formation, les techniciens, la mise en réseau aussi des techniciens, parce qu'il y a des excellents techniciens qui sont sur différents pays, qui peuvent aussi travailler dans le cadre des coproductions sur des tournages qui sont dans les pays limitrophes. Et les fonds et les crédits d'impôt, en fait, c'est toujours les questions qui reviennent. C'est-à-dire que comment mon pays permet d'attirer si on va dire ce film, on pourrait le tourner parce qu'on a les paysages qu'il faut dans tel ou tel pays, celui qui va être attractif, celui qui va permettre de pouvoir donc disposer d'un crédit d'impôt comme partout, quand on achète une voiture ou il y a des systèmes qui sont un peu équivalents qui existent au niveau du cinéma et comme les lois sont d'ailleurs assez proches entre la France, les pays francophones, etc. On avait échangé aussi des textes qui existent pour que les directions du cinéma puissent s'inspirer des modèles qui existent pour les transposer ensuite chez eux.
Ça, c'est effectivement un peu le nerf de la guerre. C'est ce qu'on avait fait avec le Fonds Jeune Création Francophone, que les productions puissent avoir de l'argent pour tourner les films, pour payer les gens, c'est évidemment ce qui va permettre d'attirer des tournages voilà. Donc, créer des fonds et des systèmes incitatifs voilà, qui permettent de valoriser et d'attirer des productions étrangères et in fine qui aura un impact sur le tourisme. Je vais prendre là où vous avez fini, parce qu'au Sénégal, on a un fonds depuis une dizaine d'années qui s'appelle le FOPICA. C'est le fonds de promotion de l'industrie cinématographique. C'est un fonds qui a permis à beaucoup de cinéastes de faire leurs films. On ne peut pas compter que sur ce fonds parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent et il y a beaucoup de cinéastes. Mais ce fonds a permis d'avoir des coproductions avec la France, avec le Burkina, avec d'autres pays. C'est juste ça que je voulais rajouter. Merci. Madame Maïga, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit? Non. Alors, il nous reste encore plus ou moins 10 minutes. On va passer aux questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'une hôtesse peut, s'il vous plaît, nous aider avec les micros? On a une question devant. Oui. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Moi, ce n'est pas une question, c'est juste exprimer une satisfaction par rapport à toutes les présentations, à tous les intervenants, les panélistes, et éventuellement adresser aussi une motion de remerciement et de félicitations à notre sœur et compatriote, Madame Kadé Camara. Et je m'en voudrais, au nom de son Excellence, si je ne prenais pas la parole, au nom de tous mes collègues ici présents de l'ambassade, vous féliciter vraiment, Madame Camara. Aujourd'hui, le souci de la République de Guinée, c'est notre repositionnement sur la scène internationale. Elle a bel et bien dit, la Guinée aujourd'hui, c'est un creuset de beaucoup de potentialités culturelles, beaucoup de potentialités touristiques, mais c'est comme une belle demoiselle au bois dormant qui se réveille petit à petit. Il y a des défis quand même, des défis économiques, des défis politiques, environnementaux, mais je pense qu'avec le temps, on parviendra. Donc c'est cette motion de remerciement que je voulais vous adresser. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette contribution. On va prendre une question au fond. Oui, bonjour tout le monde. Alors ma question s'adresse à Madame Kadé Camara. Alors, qu'est-ce que justement vous avez mis en place pour justement attirer par exemple les productions internationales qui sont venues tourner en Guinée? Voilà, on sait qu'il y a des zones comme Dalaba, comme Kindi, etc. Voilà, qu'est-ce qui s'est mis en place pour faciliter justement le process pour pouvoir justement attirer les producteurs internationaux? Merci beaucoup pour cette question. Je suis sûre que vous êtes guinéen. Ok. Comme vous savez, vous connaissez un peu la Guinée. Nous sommes à l'Office national du tourisme qui s'occupe principalement de la promotion et du développement touristique de la Guinée. Nous avons l'ONACIG qui est notre homologue qui s'occupe de tout ce qui est cinématographie, vidéo et autres. Chacun cherche quand même à rester dans son champ, mais on essaye de collaborer. Comme je le disais tantôt, nous essayons d'avoir un partenariat avec l'ONACIG pour pouvoir... le cinéma a besoin aussi de nos sites pour pouvoir se vendre et nous aussi, nous avons besoin du cinéma pour faciliter notre promotion de destination. Alors, nous, ce qu'on peut faire pour le cinéma, c'est essayer de vous faciliter tous les accès à l'ONACIG et voir comment l'ONACIG peut vous aider. Parce que tout le secteur privé, l'ONACIG, c'est au niveau de l'État. Votre tutelle, c'est l'ONACIG. Alors, c'est la porte d'entrée. C'est la fédération, tout ce qui est acteur de la chaîne de valeur du cinéma, la tutelle technique, directement, votre répondant, c'est l'ONACIG. Et nous, on travaille avec l'ONACIG pour voir comment vous faciliter. Mais directement, on ne vient pas travailler avec les cinéastes, avec les acteurs pour vous faciliter ou bien pour faire votre promotion. Je ne sais pas si je me suis fait un peu comprendre. Est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur? Est-ce qu'on a une autre question au fond? Oui? Non? Bonsoir, je suis Mohamed Yahyaoui, je suis réalisateur de films documentaires
Je travaille pour Kanzan, qui se trouve juste à côté. C'est une agence de voyage. Et j'ai l'impression qu'on est en train de voir un peu trop grand. Si on parle de cinéma, personne n'a parlé de films documentaires qui ont rapport avec le patrimoine africain. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup de problèmes à réaliser mes films. Ça fait une quinzaine d'années que je produis des petits films documentaires de 2, 3, 4 minutes, 10 minutes, 18 maximum. Et donc, je me mets, j'ai des personnages qui sont sur place, j'ai le cadre, je prends 2, 3 personnes avec moi, pas plus, un cadreur, un preneur de son, quelquefois un ingénieur pour la lumière, light engineer. Et je prends aussi un sponsor avec moi qui m'aide à financer mon travail. Je prends aussi un monteur qui me fait du montage. J'arrive à faire publier quelques-uns de mes documentaires sur YouTube et quelquefois sur des télévisions satellisées. Alors j'aimerais bien avoir une réaction du panel ici pour leur demander pourquoi n'essayons-nous pas d'abord de voir cet aspect-là au lieu de commencer de voir le film en grand avec des super productions, avec des financements, etc. Voilà, merci. Alors, je vous laisse répondre. On s'y colle, vas-y. Merci pour cette question. Alors, c'est vrai que l'intitulé du panel, c'était « Le cinéma au service du développement touristique ». Mais si on prend le cinéma dans un sens plus large, évidemment, le documentaire en fait partie, mais je suis bien placée pour le savoir, le documentaire au cinéma en ce moment est à la vie très très dure. C'est un genre que les gens ne se déplacent pas pour aller voir dans les salles. Pour autant, le documentaire en tant que tel a une belle existence, notamment sur les plateformes. Il est très regardé par les jeunes, beaucoup plus qu'il y a, par exemple, une dizaine d'années. Et c'est vrai que pour aller dans votre sens, monsieur, c'est vrai que mettre en place des productions pour des petits documentaires à budget très 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 raisonnable, c'est beaucoup plus facile que de mettre en place des films de cinéma. Mais je ne suis pas sûre à l'arrivée que le documentaire puisse vraiment atteindre les cœurs de la même manière que la fiction le fait aujourd'hui. D'un point de vue vraiment de l'ouverture d'un marché touristique. Voilà. Mais je me trompe peut-être. C'est pas une experte qui vous parle, c'est vraiment c'est mon intuition. Oui, il y a peut-être dans la fiction, comme c'est écrit, etc. En avant, il y a un rapport à l'émotion qui est différent. Enfin, même s'il y a des documentaires qui sont très très émouvants, bien sûr, mais comme tu parlais de la Dordogne, moi je pensais à Amélie Poulain par exemple, qui est un film qui a 25 ans. Aujourd'hui, il y a toujours des touristes qui viennent à Montmartre, à Paris, allez-y, d'ailleurs, le café est toujours là. Et c'est rigolo de voir que 25 ans après, il y a toujours des personnes qui viennent à Paris pour aller voir le café d'Amélie Poulain. Alors maintenant, c'est Emily in Paris, mais en tout cas, là, on est tout à fait d'accord avec vous. Il y a plein de films qui se font, enfin plein d'images et plein de courts-métrages ou de vidéos qui se font tout le temps. Il y en a évidemment plein, et sur YouTube, plein aussi. Là, c'est-à-dire qu'effectivement, comme on parlait cinéma, on parlait plutôt court ou long métrage, mais en tout cas de l'industrie en général. Mais oui, avec on voit plein d'images aussi avec les téléphones, etc. Mais c'était pas forcément le sujet aujourd'hui. Bon, moi, ce que je voulais dire, venant d'un pays qui n'a pas connu autant de production, je pense que le peu qu'on connaît de la Guinée, c'est à travers les documentaires. Alors pour nous en Guinée, je pense que les documentaires ont beaucoup aidé. Mais comme le thème c'était le cinéma, sinon nous utilisons beaucoup les clips vidéo des musiciens pour mettre en valeur les sites touristiques, les documentaires. Comme je dis, je viens d'un pays qui n'a pas connu autant de production, alors nous on se repose beaucoup plus sur les documentaires et les clips des artistes. C'est vrai, au fond, Jeune Création francophone, on en recevait il y a 8 ans pas beaucoup de projets guinéens. Et il y a un projet qui est un film documentaire au cimetière de la Pellicule de Tierno Souleymane Diallo, qui a, je pense, voyagé dans le monde entier. Donc, en fait, lui, il part de l'idée que le premier film africain
c'est un film guinéen dont tout le monde a entendu parler, mais que personne n'a jamais vu. Et il part à la recherche. Alors, en plus, c'est un ton, il y a de l'humour. Pour le coup, c'est très touchant ce film. Et il a voyagé dans le monde entier. Et je pense que beaucoup de gens ont rencontré la Guinée aussi grâce à lui, grâce à ce film. En effet. Je voulais juste rajouter un petit truc. Moi, je fais beaucoup plus de documentaires que de fiction. Donc, comme elle a dit, Madame Camara, tout au début, je la taquinais. Je disais, voilà, j'ai fait le Conakry-Dakar en voiture. Donc, tous les pays africains que j'ai visités, c'est à travers le documentaire. Parce que chez nous, au Sénégal, il y a une génération de cinéastes qui a émergé. Ils ont commencé à faire des documentaires parce que c'était beaucoup plus facile à financer. Tu mobilises un ami, voilà, on va prendre une caméra chez quelqu'un, on son chez quelqu'un. Avec 4 personnes, on a une équipe et puis on va loger chez quelqu'un, le système du Ndiatigia, qui a quelqu'un qui nous héberge gracieusement. Et après, au générique, on le remercie. Donc, on fait beaucoup de documentaires quand même. Merci beaucoup. On va prendre très rapidement une dernière question et je vous demanderai s'il vous plaît d'être très précis parce que notre échange touche à sa fin et nous allons conclure compte tenu du temps. Il y a une question. La dernière question, rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'appelle Djibi Mboup, directeur d'entreprise en France. Donc, je gère une boîte d'intérim et une école de formation hôtelière. Donc, je vous remercie. Et remercie aux organisateurs aujourd'hui parce que j'ai pu rencontrer une star, celle avec qui j'ai grandi. Voilà, je le dis et je lui ai dit tout à l'heure, donc je tenais à le redire. Alors, je vais être bref. Tout à l'heure, je cherchais le nom d'un film qui a été joué en Guinée-Conakry. Pourquoi je parle, je ne me rappelle plus. C'était un film où la fille a eu un enfant avec quelqu'un. Le papa de la fille n'était pas d'accord. Après, ils ont amené l'enfant au village, ils l'ont tué. Bon, à peu près. Je ne me rappelle plus. Voilà, je ne suis pas très fort en histoire, je ne me rappelle plus le nom du film. Mais pourquoi je parle de ce film-là? Mais c'est la culture guinéenne qui a été mise en avant. Je suis un Sénégalais, et j'ai vécu quelques années en Guinée, oui. Mais ce film, c'est la culture guinéenne. Franchement, moi, ça m'a rappelé la Guinée et ça m'a même redonné envie de repartir en Guinée. Parce que c'est la culture guinéenne qui est mise en avant. Et je peux vous assurer qu'il n'y avait pas... Ce film-là, tu le regardes, on n'avait pas mis de gros moyens. C'était la Guinée dans un cours royal avec le papa qui a 4 femmes, etc. Les femmes qui font du foufou par là, etc. Donc c'est vraiment très basique. La vie, quoi. La vie, mais la vie guinéenne. Et j'en suis sûr, grâce à ce film, beaucoup de personnes sont parties découvrir la Guinée. Et pourquoi je parle de ça? Alors, au Sénégal... Monsieur, rapidement, s'il vous plaît. 30 secondes. Au Sénégal, on parle de Marodi, des maisons de production, d'Evenprod, mais qui font aujourd'hui des séries et qui mettent en avant la culture sénégalaise. Ils devraient, parce que bon, je pense que c'est un peu à la française parfois, ils devraient beaucoup plus. Et pour finir, pour développer le tourisme en Afrique, il faut impérativement passer par le cinéma, montrer l'Afrique au monde et tout le monde viendra en Afrique. Tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup. Merci monsieur. Alors, j'aimerais qu'on puisse conclure sur des solutions concrètes là, vraiment à court terme, en sortant de cet espace, de cette salle. Je m'explique, donc je rappelle, la thématique c'était le cinéma au service du développement touristique. Il y a potentiellement des opérateurs de tourisme dans cette salle. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire là maintenant? Parce qu'on a parlé donc du potentiel, on a compris, vous avez évoqué certains freins et des leviers possibles. Mais là, très concrètement, si moi je suis un opérateur de tourisme, je veux intégrer le cinéma demain dans mes circuits, concrètement, qu'est-ce que vous me conseillez? Comment? On a parlé des financements, mais moi je veux une solution là maintenant à court terme. Offrez des billets d'avion. Voilà ce que je voulais dire. C'est ça. Oui. Ah. Oui. Non mais offrez des billets d'avion, mais des vrais billets d'avion, c'est-à-dire pas quand les avions sont remplis,
c'est une logistique qui est très compliquée pour un festival que je ne citerai pas. Mais si l'idée c'est d'attendre que les quotas d'avions sont remplis pour que le festival puisse bénéficier de places dans l'avion, c'est toujours un très beau cadeau. Hein, je veux pas du tout dire le contraire, mais parfois il y a des invités comme à l'international qui eux ont besoin de connaître 2 semaines avant dans quel vol ils vont être et à quel moment ils vont pouvoir arriver, etc. Donc c'est effectivement c'est une visibilité importante pour les compagnies. Voilà, après tout se négocie, mais c'est des banderoles, de la promotion sur Internet dans les salles au début des films qui peut être vraiment intéressante, je pense, pour vos marques et qui est un atout très très précieux pour les festivals. Ça c'est clair. Bon, moi ce que je peux dire en conclusion, c'est comme l'a dit mon frère sénégalais, le tourisme a impérativement besoin du cinéma pour vraiment explorer. Alors moi, en tant que représentante de l'État, on est conscient de ce fait et on essaye de tout mettre en avant pour faciliter l'accès aux acteurs du cinéma, que ce soit des facilités fiscales, que ce soit des facilités d'entrée dans le pays. En tout cas, on est ouvert d'esprit pour vraiment attirer le maximum d'investisseurs, de cinéastes dans le pays. Et on peut le voir cas par cas. Il n'y a pas une règle générale pour dire on exempte ça pour tout le monde, mais quand on voit la volonté de venir dans le pays pour investir, je vous confirme que l'État est prêt à mettre tout à disposition pour que ça se concrétise. Monsieur Niel, Madame Maïga. On n'oublie pas, on va pas oublier. Hein. Non, je ne parlerai pas si on m'avait pas confirmé cela déjà. Ce qu'on peut faire là tout de suite, j'ai compris qu'il fallait une solution à court terme. Tout de suite. Organiser un voyage découverte de la Guinée avec un panel assez représentatif de toute l'industrie, des financiers et financières, je ne veux pas dire à chaque fois au féminin, mais on garde le féminin quand même, des productions, des techniciens, techniciennes, des artistes interprètes qui ont aussi la possibilité d'être des vrais ambassadeurs des pays. Organiser donc un voyage avec une personne référente sur place qui aura bien tout préparé, parce que dans le cinéma, on s'organise extrêmement bien la plupart du temps, parce qu'une journée de tournage coûte tellement cher qu'on est obligé d'être vraiment assez militaire en fait pour que les choses adviennent. Et pour qu'on ait confiance, il faut que la personne en face soit aussi quelqu'un de très organisé qui prépare un voyage de façon très pertinente par rapport à la découverte des décors, par rapport à la découverte du potentiel logistique, du potentiel d'hébergement, comment on appelle ça, de restauration, etc. Ça, je pense que ça peut être un très très beau moment à médiatiser aussi, pour que ce ne soit pas uniquement... Je ne parle pas qu'à la Guinée, hein, parce que je vous regarde, mais... Non, mais qui organise, Madame Maïga? Est-ce l'Office du tourisme qui organise ce voyage? Maintenant, ce que je peux vous dire par rapport à ça, vous tombez bien. Nous organisons le lancement de la saison touristique du 30 octobre au 2 novembre à Zérékoré, au pied du Mont Nimba. Mont Nimba qui est un patrimoine enregistré à l'UNESCO. Alors peut-être que vu qu'on n'a qu'un mois pour se préparer, on ne va pas avoir une centaine de personnes. Mais vous déjà, je vous invite à venir découvrir ce paysage à Zérékoré. Merci. Comme ça, vous pourrez me dire si ce que j'ai dit c'était vrai ou pas. D'accord. Mais à partir du 30 octobre au 2 novembre, on peut organiser ça. Déjà, vous pouvez venir découvrir ce beau paysage dont je parle. Et puisqu'on est sur la Guinée, moi j'ai connaissance d'un festival qui existe depuis 7-8 ans, qui s'appelle 7 jours pour le 7e art en Guinée, qui a lieu début décembre, donc ça nous laisse un peu plus de temps pour organiser. Et je sais qu'il est en train de développer Oriba, le directeur du festival, les aspects à côté des diffusions des films, de montrer des films du monde entier. Il essaie de développer l'aspect professionnel pour des rencontres professionnelles et aussi un volet touristique. Je pense que ça pourrait être une bonne combinaison, qui nous tend le bout. Il y a beaucoup de pistes déjà qui sont beaucoup de pistes. Monsieur Niel, je ne sais pas si vous vouliez le mot de la fin, du coup, peut-être. Quelle solution concrète, là, tout de suite?
La solution, elle vient de nos gouvernements actuellement parce qu'il y a une vraie volonté politique. Avant, la culture, le tourisme, c'était des entités séparées. Maintenant, ils se retrouvent au sein d'un même ministère, ministère de la culture et du tourisme et de l'artisanat. Donc, on espère que d'ici peu, voilà, ils vont s'activer parce qu'on ne va pas les laisser dormir sur les lauriers. On va les ne nous laissez vraiment pas dormir. Exactement, on ne va pas les laisser. Et moi, je vais insister sur la formation. Parce que si on a des professionnels bien formés, voilà, là, c'est la clé. Ils pourront accueillir des tournages comme il se faut. Ils pourront, voilà, que ce soit au niveau du cinéma comme au niveau du tourisme. Parce qu'il faut qu'on ait des guides vraiment touristiques qui sont voilà, aguerris, qui connaissent le patrimoine, comme à Gorée, voilà, comme vous venez de dire à Zécoré. Et en janvier, je serai en Guinée pour donner une formation en prise de vue avec Souleymane. Ouais. Donc il y avait le premier film. On vous invitera sur les îles alors. Ça marche. Ok, je répondrai présent. Moi, je vais être jalouse. Hein. Vous me dites la prochaine fois que vous êtes à Conakry, je trouve une destination pour vous. Merci à vous, chers intervenants. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Merci, merci pour tous ces éclairages et vos contributions. Ne partez pas, on va faire la photo de famille, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voulais juste vous dire en exemple, magnifique film promotionnel de la Suisse avec Roger Federer et Halle Berry. Et regardez, c'est exceptionnel. L'an dernier, c'était avec l'acteur Matt Mikkelsen, on dit. Et vraiment, c'est extraordinaire. Et moi, je vous vois bien dans le film, voilà. Voilà. Ça, c'est de la diplomatie culturelle. Oui. Merci beaucoup. Et puis la formation, c'est super.